une fois qu'on a posé ce décor, il y a une première chose à faire remarquer, c'est que les périodes de fin d'empire, les périodes de transition sont les périodes les plus dangereuses, et notamment pour ceux qui sont en première ligne, c'est-à-dire nous. Donc on est à la fois dans une période intéressante et d'espoir, mais qui est aussi la période la plus dangereuse pour nous. Il faut survivre à la transition. Voilà, et comme vous le savez, la nature même des révolutions est de manger ses enfants. C'est-à-dire qu'il va falloir faire attention de rester vivant, malgré le fait qu'on soit à l'avant-garde et qu'on ait raison. Alors maintenant, si on prend effectivement ce qui se passe en Ukraine et qu'on essaye de dérouler, je voudrais dire, à mon avis, plusieurs choses qui me semblent assez évidentes. C'est de la prospective, de bon sens, comme j'en fais souvent, et je me trompe pas si souvent que ça. Il est évident, comme l'a dit Xavier, qu'aujourd'hui, le pouvoir mondialiste, qui est à mon avis profondément anti-européen pour des raisons, je dirais, d'envoyer au casse-pipe l'Europe pour essayer de durer un peu plus longtemps lui-même, c'est-à-dire que le pouvoir américain envoie l'Europe au casse-pipe parce que l'effondrement de l'Europe pourrait permettre un énième rebond de la puissance américaine. Ce qui veut bien dire, comme le disait notre camarade, c'est qu'en réalité, on nous impose une destruction de notre économie, puisqu'on est dans des systèmes, on est dans un monde de l'économie. On nous impose aujourd'hui une destruction de nos économies, à la fois au nom de sanctions morales, et puis aussi au nom de l'écologie, au nom d'ailleurs aussi de la lutte contre des virus éternellement renouvelés, alors que jusqu'à hier, ça n'existait pas. On a l'impression qu'on a changé la nature même de la virologie depuis 5 ans, ce qui devrait nous poser des questions sur la réalité de tout ça. Donc, si on comprend qu'en réalité, il y a des acteurs extérieurs qui nous obligent à nous suicider ou à nous saborder, et qu'on comprend par exemple comment fonctionne l'économie allemande. L'économie allemande est une économie productive basée essentiellement sur de la haute technologie appliquée en machines-outils et en voitures. C'est pas du tout une économie de type parasitaire comme celle de Wall Street qui est essentiellement financière. C'est toujours la remarque que je faisais à Emmanuel Todd quand il pointait du doigt l'Allemagne. Il y a une grosse différence entre la puissance économique allemande et la puissance économique attribuée aux États-Unis. C'est qu'il y en a une qui est une puissance économique industrielle productive de richesse réelle et l'autre qui est une création de richesse fictive. Or aujourd'hui, on exige de l'Allemagne pour des raisons de solidarité essentiellement idéologique, c'est-à-dire du vent, de se suicider économiquement en s'interdisant l'énergie nécessaire à sa production, c'est-à-dire en ne travaillant pas avec les marchands d'énergie russes. On remarque d'un seul coup d'ailleurs que les économies pour fonctionner ont besoin de beaucoup d'énergie, et puis il y a ceux qui la vendent qui sont quand même leaders, et là ça nous ramène à la stupidité de notre ministre de l'économie qui pensait qu'on pouvait mettre à genoux l'économie russe, et surtout même à certains intellectuels comme Marsheimer, qui a beau être doué dans certains domaines mais naïf dans d'autres, et des gens qui confondent la richesse et le PIB. Donc je rappelle bien que de ce point de vue-là, quand on dit par exemple que la Russie a un PIB équivalent à celui de l'Espagne ou du Texas, et donc n'a pas les moyens de ses prétentions. This is a country whose gross national product is smaller than Texas's. Alors que l'Amérique est le pays le plus riche du monde, la richesse américaine est essentiellement une richesse en dette, c'est-à-dire c'est du numérique négatif et avec derrière un déclin de production économique, proportionnel à la montée de la Chine, et d'ailleurs totalement lié, alors que la Russie a un énorme potentiel puisqu'elle est le pays le plus grand du monde, avec les réserves de richesse réelles les plus grandes du monde, en pétrole, en gaz, en terres rares, en or, etc., etc. Et tout ça d'ailleurs nous demande aussi, dans la théorie économique, de réviser ce qu'on appelle d'ailleurs chez les Grecs la crématistique. Qu'est-ce que c'est que la richesse réelle? Qu'est-ce que c'est que la richesse fictive? Et de ne pas confondre la masse monétaire avec la richesse. Et ça, c'est une des leçons qu'on est en train de recevoir aujourd'hui de la Russie et qui oblige les économistes, qui sont devenus en fait des escrocs mathématiciens, à en rabattre, et ils vont en rabattre beaucoup demain à mon avis. C'est effectivement qu'il y a une leçon de réalité qui nous est donnée aujourd'hui par la réalité du rapport de force russo-chinois-américain sur richesse réelle et richesse fictive. Yves, en fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash depuis l'invasion de l'Ukraine. À la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Si on s'intéresse au volume, elle vend aujourd'hui 7 400 000 par jour. C'est 600 000 de moins seulement qu'avant la guerre. Mais alors, vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent.
non pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions, qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais dites-moi, ce ne sont pas les Européens qui achètent? Détrompez-vous, selon des estimations du CREA, le Center for Research on Energy, les pays européens ont versé à Poutine plus de 86 milliards depuis le 24 février. C'était le début de l'invasion. L'Allemagne au premier chef. Un des intérêts de cette crise mondiale aujourd'hui, avec la Russie, la Chine et les États-Unis, c'est de nous permettre de redéfinir de manière sérieuse l'économie et surtout de sortir de l'hypermathématisation de l'économie qui était en général, qui définissait les prix Nobel d'économie depuis des décennies, qui était essentiellement du baratin mathématique, de l'axiomatique, qui était en fait là pour cacher de l'escroquerie en réalité économique. Et donc, pour sortir de ma petite digression, la conclusion de ça, c'est que l'Allemagne n'acceptera pas, puisque c'est une économie productive, la grande bourgeoisie allemande, qui n'est pas une bourgeoisie d'énarques, mais qui est une bourgeoisie d'entrepreneurs qui ont atteint le plus haut niveau, n'acceptera pas très longtemps de suicider son économie pour faire plaisir à l'Empire américain et aux écologistes, qui sont les idiots utiles et les escrocs du truc. On a bien compris qu'aujourd'hui, pour sacrifier l'économie, on en appelle à l'écologie. Pour répondre et pour respecter les accords de Paris, il faudrait que la France, je crois, si mes calculs sont encore exacts, fasse 66 à 90 jours de confinement par an. Donc maintenant, il faut expliquer aux Français qu'il faut faire ça pour le réchauffement climatique. Et donc ce que ne disent pas les personnes qui disent qu'il faut faire immédiatement la question du réchauffement climatique, la question du climat de façon immédiate, c'est que ça provoque une politique dite décroissantiste. Ça fait longtemps que je raconte que la décroissance est une arnaque souvent pour habiller en fait un effondrement économique ou une stratégie de paupérisation, c'est-à-dire d'appauvrissement volontaire, qui est l'inverse de la redistribution des 30 glorieuses, mais qui est une stratégie d'appauvrissement, de déclassement, etc. Ce qui veut dire qu'à court terme, l'Allemagne, discrètement, de façon social-démocrate comme elle sait le faire, va renouer avec la Russie, qui est son partenaire naturel et nécessaire et inéluctable. Ce qui veut dire qu'avec ce virage que va prendre l'Allemagne, l'Union européenne va s'effondrer. C'est la deuxième conséquence. Et ce qui veut dire que ne restera, pour faire le tapin, comme dernier pays jusque-boutiste dans la prostitution impériale, la France de Macron. Ce qui veut dire que compte tenu de la situation française et de l'histoire de France, ce qui se passera peut-être comme transition en douceur en Allemagne, on va dire de manière social-démocrate, finira en France par une révolution violente, que j'aspire d'ailleurs de mes vœux. C'est la tradition française. Ça finira par péter gravement en France. C'est-à-dire que quand Macron dit que quelque part les gens veulent le tuer, il n'a pas tort, il a peut-être même été mis en place pour ça, parce qu'il est suffisamment fou pour être capable de se mettre en danger, alors que d'autres politiques, avec une psychologie à la Hollande, auraient compris qu'il ait le temps de tailler, quoi. Voilà. Donc on a ce personnage Macron qui a peut-être cette figure sacrificielle d'une certaine manière. Il a le profil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'avenir assez proche, ça va être la dislocation de l'Union européenne. Donc Van der Leyen ne pourra plus raconter grand-chose. L'Allemagne va se recoller à la Russie, ce qui veut dire ça va être un peu aussi la mise à bas de la stratégie américaine et de la stratégie impériale d'empêcher l'Union continentale européenne, qui est la voie de la puissance pour tous ses participants, le gagnant-gagnant qui normalement nous est dévolu naturellement, c'est-à-dire cette unité continentale qui va, je rappelle, de la Chine jusqu'à Brest. Il y a un continuum continental d'échanges gagnant-gagnant qui est empêché aujourd'hui par l'Empire américain pour uniquement essayer de retarder son déclin inéluctable. Voilà. Mais donc, on est dans le déclin inéluctable. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la France, telle qu'elle est configurée politiquement aujourd'hui, a, je dirais, vocation, c'est un peu du Masada à la française, c'est peut-être d'ailleurs pas un hasard. Les Romains s'emparèrent malgré tout de Masada, mais les occupants, plutôt que de se rendre, se suicidèrent. Masada est devenu un symbole de la résistance juive. A vocation à aller jusqu'au bout dans la prostitution, la soumission, les décisions contraires à l'intérêt de son peuple, et donc à générer, je dirais presque mécaniquement, une phase révolutionnaire qui est dans la tradition française, d'une certaine manière. Donc ça veut dire que nous devons nous préparer à tout ça, et je dirais d'une certaine manière, nous sommes déjà, nous, prêts à tout ça, parce que nous sommes déjà impliqués dans cette révolution à venir. Et rappelez-vous un de mes bouquins dont j'ai plus la date en tête, qui s'appelait Chronique d'avant-guerre. Ça fait quand même un moment que j'annonce tout ça. Alors évidemment, quand j'ai écrit en 2011, Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, j'espérais que ce soit pour 2012. On est en 2022, donc ça va toujours moins vite que prévu, parce que l'homme, qui a une durée de vie limitée,
Je veux dire, un homme, il a 40 ans d'efficacité effective, parce qu'il faut d'abord qu'il soit formé, puis après il est en déclin, et on aimerait bien que l'histoire se joue dans cette séquence courte des 40 ans. C'est pour ça que Marx a espéré voir la révolution communiste universelle, de même que Moïse a espéré voir la terre promise. Voilà. Donc il faut avoir le sens de son anthropologie, c'est-à-dire que quand on a une pensée théorique, on espère toujours voir l'application pratique de son vivant. Malheureusement, l'histoire est de plus longue durée dans ces séquences que la séquence humaine individuelle. Donc ça se passe moins vite que prévu, mais ça se passe quand même. Le fait que ça arrive plus lentement, contrairement à ce que disent certains contradicteurs, ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est en train d'arriver.